Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où vous allez plonger dans l'un des nombreux récits de l'univers de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire, la guerre de la Barbe, opposant le peuple nain et les elfes d'Ulthuan. Et n'oubliez pas, dans le dangereux monde de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Morgrim et le dragon. Morgrim Elgidum, le malheur des elfes, grimpa sur la roche glacée, caressant inconsciemment sa barbe, regarda par-dessus le rebord du précipice. Au travers des nuages qui dérivaient lentement, on distinguait à peine les formes sur la plaine en contrebas. Ses yeux gris se plissèrent, et la flamme de rage qui couvait en lui s'éveilla brusquement. Morgrim serra dans ses mains un parchemin. C'était un message elfe que ses éclaireurs avaient intercepté. Le sang du messager d'Ulthuan imbibait encore le papier. Message au commandeur. Il sera ainsi rappelé qu'en ce jour, le puissant roi Phénix Calédor II vainquit le perfide prince nain Snorri le Manchot, fils du haut roi Gautrek Brise-Étoile, au cours d'un noble combat. Dans son armure brillante, Calédor, écœuré d'avoir vu la perte de tant de vies en ce jour, brandit son épée pour lancer au prince un défi honorable. Le prince Couard n'avança que d'un pas lent pour rencontrer la colère de notre souverain, son cœur de pierre encore alourdi par la peur. La vitesse et le talent de Calédor émerveillèrent le nain muet devant une telle maîtrise, qui parut en comparaison lent et maladroit dans son maniement de sa hache bardée de runes, car ainsi en était-il en réalité. Ce ne fut jamais là où se tenait Calédor qu'il frappa, puisque le roi Phénix esquivait avec agilité la moindre de ses attaques disgracieuses. Des gravures grossières protégeaient le prince Snorri. L'épée de notre roi porta à maintes reprises des coups qui auraient à chaque fois dû s'avérer mortels, pour que nous les vissions être détournés par la magie des runes. Notre noble seigneur se battit honorablement, laissant le nain se remettre sur ses pieds lorsqu'il trébuchait, ou ramasser son arme quand elle lui avait échappé des mains. Notre roi Phénix se montra également magnanime, car l'attaque fatale fut propre et nette. Les nains s'arrachaient la barbe en signe de douleur et le désespoir les faisait à en appeler à leur dieu. Calédor leur permit de porter leur prince hors du champ de bataille et leur demanda de lui donner une sépulture convenable, en ordonnant que les combats cessent, car il souhaitait que les elfes puissent eux aussi pleurer la mort de ce nain. Mais la suite du prince quitta le champ de bataille en jurant de venir trouver vengeance contre notre souverain bienveillant et tolérant. Puisse-t-il longtemps prospérer. La nouvelle était arrivée que le fier fils du haut roi, Snorri le Manchot, était tombé ce matin sous les coups du roi Calédor au cœur noir. Demain, Morgrim et ceux de son clan descendraient sur la plaine pour écraser les oreilles pointues. La nuit les verrait marcher sans relâche le long des chemins de montagne, poussés par l'appel de la vengeance. Le seigneur nain se retourna pour observer à une vingtaine de mètres de lui ses soldats. Ceux-ci descendaient le défilé d'où les champs s'élevaient, rythmés par le bruit des semelles résonnant en cadence sur la pierre. Dans le crépuscule naissant, Morgrim se mit à sourire. Il se laissa glisser en bas du rocher, s'enfonça jusqu'aux genoux dans la neige qui recommençait à tomber et partit rejoindre ses camarades. Un rugissement soudain le fit se retourner, tout en saisissant dans le même mouvement le manche couvert de runes de sa lourde hache accrochée dans son dos. Le grondement infernal se fit plus intense, jusqu'à ce que dans un grand battement d'ailes surgisse du flanc de la falaise un immense dragon. Les yeux mordus par la rafale d'air froid, Morgrim serra les dents en regardant la créature s'élancer vers le ciel au-dessus de sa tête. Un personnage en armure la chevauchait, et apercevant Morgrim sous sa monture, il le désigna de la pointe de sa lance. Le dragon ondula dans les airs sans effort et vira en vol pour se placer face au nain isolé. Puis, il piqua au milieu d'une bourrasque en direction de Morgrim, ses immenses serres prêtes à le déchiqueter alors que la lance du prince dragon pointait droit sur sa poitrine. Une grêle de carreaux d'arbalète fendit l'air pour venir à la rencontre du monstre, mais ils ricochèrent sur ses écailles bleutées. Deux yeux intelligents et rusés étaient rivés sur le seigneur nain. Le dragon se redressa à la dernière seconde pour passer au-dessus de Morgrim et plusieurs projectiles à empennage noir
s'enfoncèrent dans son ventre mal protégé, ce qui le fit rugir de surprise plutôt que de douleur. Le talentueux prince dragon sut compenser ce mouvement soudain et corrigea l'orientation de sa lance tandis qu'il approchait de son adversaire. Agrippant fermement le manche de sa hache à double tranchant, Morgrim fit un pas de côté et le ramena d'un geste sec de derrière son dos pour fracasser la lance. Les runes laissèrent dans l'air une traînée lumineuse, et le mouvement vif qui suivit ramena l'arme au-dessus de la tête du nain, où elle creusa un sillon dans une patte postérieure. Morgrim entendait les cris de ses compagnons, qui accouraient dans la neige d'un pas lourd, mais il savait qu'il n'arriverait pas à temps pour lui porter secours. Le dragon s'éleva dans le ciel et se retourna avec grâce, avant de fondre à nouveau sur lui. S'arrêtant juste devant sa cible, la créature ouvrit sa gueule en grand, écartant démesurément ses mâchoires dans une profonde inspiration. Un ruban de feu s'échappa de cette tête reptilienne pour s'abattre sur le nain. Un nuage s'éleva en sifflant autour de lui à mesure que s'évaporait la glace, mais il demeurait impassible, contourné par les flammes. Les runes de son armure et de son casque luisaient intensément. De dépit, le dragon se pencha sur son ennemi, entouré d'un cercle parfait de neige, pour lui rugir toute sa colère malveillante en plein visage. Morgrim, brandissant sa hache à bout de bras, répliqua en poussant à son tour son profond cri de guerre. Le monstre étendit son cou dans l'intention de le piéger entre ses dents acérées. Mais la hache décrivit un arc qui rencontra le côté de la tête gigantesque, d'où elle laboura la peau épaisse. Le cavalier se pencha sur sa selle pour porter un coup d'épée au nain, que celui-ci dévia d'un coup dédaigneux, comme on chasse une mouche. Puis s'élançant, il abattit comme la foudre son arme runique sur le cou serpentin. La lame pénétra profondément les muscles sinueux qu'elle trancha proprement. Le dragon tituba en arrière dans un bouillonnement de sang noir qui vint souiller la neige immaculée. Puis il s'effondra sur le sol, en proie à de violents spasmes d'agonie. Le pauvre prince dragon tentait frénétiquement de se dégager du harnais qui le maintenait en selle, mais avant qu'il n'ait pu en détacher les sangles, sa monture bascula du bord du précipice. L'elfe croisa du regard celui de Morgrim, qui distingua derrière les ornements du casque des yeux emplis de terreur. Et un instant plus tard, il suivit sa monture dans sa chute, avant de disparaître en hurlant sous la couche de nuages. Le nain resta un instant perché sur le rebord à les regarder tomber. Lorsque son clan essoufflé le rejoignit enfin, tous restèrent là, à l'observer dans un silence respectueux. Demain, la plaine sera abreuvée de sang doré pointu. N'ayant plus rien à ajouter, Morgrim se retourna et se mit en marche, sa hache posée sur l'épaule. Le récit de Bardoc Barbepierre. Asseyez-vous, asseyez-vous. Prêtez attention, jeune nain à la barbe naissante, alors que je vous raconte l'histoire de la plus grande traîtrise, la plus vile trahison qui nous a été infligée. C'était lors du règne de Gautrec Brise-Étoile, il y a plus de 4000 ans, que notre empire s'étendait au travers du monde, et que même le nain le plus pauvre avait un sac d'or de la taille de vos têtes. À cette époque, le peuple des elfes et celui des fils de Grungni vivaient en paix. Le commerce était florissant et nos coffres étaient pleins d'or bien mérité, car les elfes se ruaient sur notre magnifique artisanat, dont les travaux d'apprentissage surpassaient les meilleurs ouvrages de nos artisans actuels. Mais les elfes capricieux furent submergés par la convoitise de nos terres et de nos biens. Dans un acte de trahison jamais égalé depuis, ils tendirent des embuscades à nos convois, tuant nos femmes et nos guerriers et volant nos biens. Mais Gautrec Brise-Étoile était un roi aussi sage qu'âgé, et il tendit la main aux elfes. Il envoya des messagers dans les îles de la lointaine Ultuan pour parlementer avec les fils de Belshazzar. Avec dérision ils furent accueillis, et avec déshonneur ils furent renvoyés, leurs barbes longues,
broussailleuse et lustrée par l'âge, avait été tondue avant qu'il ne soit jeté hors du royaume des elfes sous leur rire moqueur. Personne ne pourra dire que les fils de Grungni soient d'un naturel impétueux. Notre colère est plutôt comme la mèche du canon et brûle lentement. Mais assurément aussi sûr que le canon fait feu, quand sa mèche s'est consumée, notre colère éclate et rugit, annonçant de grands malheurs à nos ennemis, quels qu'ils soient. C'est ainsi que nos grandes armées se mirent en marche, leur cœur brûlant de vengeance contre le peuple elfe. Snorri Trois-Doigts, fils du roi Brise-Étoile, rechercha l'ost du roi Phénix, et les deux armées s'entrechoquèrent violemment. Du solide acier nain contre de petites lames elfes. Grand fut le massacre. Beaucoup des fils d'Ultuan regrettèrent leur folie ce jour-là. Mais nous autres, fils de Grungni, payâmes un lourd tribut en sang. Étant de noble lignage, Snorri daigna lancer un défi au roi elfe, Calédor le second, et un combat mortel s'engagea pour la victoire. Mais d'un coup en traître, le vil elfe tua Snorri, et son armée, submergée par le malheur devant cet acte peu honorable, se dispersa et quitta le champ de bataille. Le cousin de Snorri, Morgrim, rendu fou de rage par la mort de son parent, mena ses guerriers vers Oragor. Pendant 2 jours, les elfes l'évitèrent, leur lâcheté dépassant leur soi-disant fierté, malgré les meilleures ruses du général nain. Finalement, les deux armées se rencontrèrent. Le métal argent scintillant des elfes contre l'acier poli de la puissante armée de Morgrim. L'air était rempli de flèches elfiques, et les carreaux des arbalètes naines obscurcissaient le ciel. Pendant des heures, l'échange se poursuivit, jusqu'à ce que chaque camp ait épuisé ses réserves de munitions. Brandissant de puissants marteaux et de grandes haches luisantes de runes de vengeance et de justice, l'armée naine avança vers les frêles elfes. Morgrim lui-même, ses vétérans à la barbe grise autour de lui, avança en plein cœur des lignes, cherchant le plus grand guerrier à affronter. Il trouva le prince Imladric et les silencieux mais mortels maîtres des épées. Jamais auparavant un tel combat n'eut lieu. Les lames de l'Ost Elfe sonnant sur les lourdes armures naines, leurs marteaux répandant à leur tour des écailles elfiques sur le sol et écrasant les os avec une égale férocité. Morgrim prit le dessus sur Imladric, son ancienne hache runique, découpant le prince du ventre au cou, et provoqua la fuite de l'Ost argenté. Et c'était à l'époque où les elfes étaient de vrais guerriers, pas des bons à rien comme vous affrontez maintenant. Morgrim, honoré du titre de Elgidum, le malheur des elfes, poursuivit implacablement, les oreilles pointues, rasant d'abord la cité d'Atel Maraya jusqu'à ses fondations, puis assiégeant le port forteresse de Tor Alessi. Le haut roi Gautrek Brise-Étoile, avec tous les guerriers de Karazakarak, se joignit à Morgrim, et entre eux s'étalait une vaste armée de corpulents guerriers venus d'une demi-douzaine de forteresses. Jamais plus un endroit du monde n'a tremblé sous autant de bottes naines. Tandis que les légions du roi nain assaillaient les murs de Tor Alessi, les elfes se terraient dans leurs frêles tours, impressionnés par les forces déployées contre eux. Pendant 100 jours et 100 nuits, les rochers des catapultes ont fait trembler la terre et les murs. Le roi Brise-Étoile, Morgrim Elgidum derrière lui, ouvrit une brèche dans les portes avec ses marteliers et se dirigea vers le donjon central où il trouva le traître roi, Calédor le second. Le lâche refusa de descendre et de se battre comme un vrai guerrier. Alors, le haut roi frappa la tour de son puissant marteau, écrasant le mortier de mauvaise qualité et secouant les fondations jusqu'à ce que l'édifice vacille et que Calédor soit forcé de lui faire face.
Finalement, devant la situation, le roi Phénix dégaina sa longue lame et engagea en duel notre roi. Long fut le combat, car bien qu'il soit un elfe, Calédor avait appris l'art du combat par les guerriers sages d'Ulthuan. Gautrek n'était pas non plus une courte barbe, et aucun des adversaires ne pouvait toucher l'autre. Quand la nuit commença à tomber, un voile noir s'étendit sur la cité en ruine. Et grâce à l'artisanat nain, le haut roi remporta le combat. L'épée de Calédor explosa sur le marteau de Gautrek, comme une lame elfique mal forgée sur une enclume naine séculaire. Le roi Phénix demanda pitié, mais le feu de la vengeance brûlait dans les yeux du haut roi. Il savait que l'affront qu'avaient commis les elfes ne méritait aucune indulgence. Son marteau mit fin à cette rancune, ainsi qu'à la vie de Calédor le Second. C'est ainsi que l'emprise des elfes sur nos terres s'acheva, et ils commencèrent à fuir vers leurs côtes, pleurant leur mort. Nous avions montré ce qu'était la vraie colère des nains, et la guerre de la vengeance fut une grande victoire. Mais jusqu'à maintenant, ils ne se sont toujours pas excusés pour leur insulte. Et aujourd'hui encore, il reste de nombreuses vengeances à accomplir dans le grand livre des rancunes. Jamais plus les elfes n'ont fait l'erreur de provoquer le courroux des fils de Grugny. Retenez bien mes paroles, mes courtes barbes, car c'est ainsi que cela s'est déroulé. La charge des Azurs. Du haut de son fier destrier dont le sabot grattait le sol d'impatience, le commandeur Fieran laissa son regard errer au-delà de la plaine sur les rangs serrés des nains, alignés devant son armée. Aujourd'hui, ils allaient payer pour leurs actes, se jura-t-il en tirant son épée qu'il leva vers le ciel, et dont la pointe crépitait de magie à peine contenue. Il la baissa d'un geste vif, et les elfes d'Ulthuan partirent d'un grand cri, s'élançant sur l'herbe dans la direction de leur ennemi juré. Fieran éperonna sa monture et la lança au triple galop. Les formes gracieuses de 3 grands dragons aux écailles bleutées s'élevèrent du sol. Les princes de Calédor qu'ils portaient sur leur dos levèrent leurs lances ouvragées, leur somptueuse armure luisant sous l'astre du jour. Ils passèrent loin au-dessus des zones d'argent et de la plaine baignée de lumière. En approchant des lignes adverses, Fieran se choisit un adversaire. Un nain impressionnant à la barbe exceptionnellement longue et qui maniait une grande hache couverte de runes. Les nains voyaient approcher leur adversaire sans que leur visage résolu ne trahisse la moindre hésitation. Les lances de cavalerie rejoignaient progressivement l'horizontale et les guerriers barbus poussèrent en signe de défi leurs cris de guerre gutturaux. Les aumes d'argent vinrent percuter avec brutalité la formation serrée des nains. Les fers des lances traversant les armures et leurs destriers se cabrant pour frapper du sabot. Fieran, qui n'avait pas quitté son adversaire des yeux, abattit sur lui sa lame étincelante. Le nain leva sa hache ornementée devant lui et les 2 armes se rencontrèrent au milieu d'une auréole de lumière et d'étincelles. Laissant la colère le submerger, Fieran frappa encore et encore. À peine en mesure de suivre des yeux les mouvements du général elfe, son ennemi en parvint cependant pas moins à détourner la plupart de ses attaques. Et celles qui passèrent au travers de sa garde ne firent que percuter son armure avec fracas, en laissant par endroits leur empreinte fumante. Une haine meurtrière était clouée sur le visage des combattants elfes et nains. Ces derniers levaient d'un air résolu leurs marteaux et leurs haches pour les faire retomber sur les montures des aumes d'argent et tirer leurs cavaliers à bas de leurs selles. Les elfes se battaient avec plus de finesse, leurs épées élégantes traçant en l'air des chorégraphies compliquées. Des explosions d'énergie magique fauchaient des rangs entiers de nains et les projetaient en l'air comme des pantins désarticulés. Fieran sourit. C'était l'œuvre de son frère, Danalon. Celui-ci avait montré un véritable talent pour la magie dès leur plus jeune âge. Feintant vers la gauche, Fieran détourna son coup en plein vol pour viser la peau à nu du cou de son ennemi. La satisfaction se mit à brûler au fond de ses yeux d'un bleu glacial lorsque sa lame trancha chair, tendons et os.
L'odeur répugnante de la chair calcinée monta dans l'air alors que des étincelles parcouraient le corps sans vie du nain proprement décapité. Un rugissement fit souffrir Louis-Fine de Fierane. L'un des dragons avait touché terre au beau milieu de la bataille. Sur la lance du prince dragon était empalé un nain qui hurlait sa douleur d'être soulevé du sol et se battait en glissant lentement le long de la rampe. Le monstre laboura de ses immenses griffes l'armée ennemie avant que sa colère ne retentisse de nouveau. Le commandeur leva son épée pour saluer le chevalier sur son dragon avant de se tourner vers l'âpre bataille avec un sourire froid. Le récit de Belle-Corille. Écoutez bien mes tristes paroles, chers enfants. Elles vous conteront comment la fierté et la cupidité d'une nation ont mené à la guerre et au trépas de tant d'innocents. Durant le règne de l'illustre roi Phénix Calédor le Second, la paix régnait sur le monde et nos ancêtres accueillaient les nains à bras ouverts. Le peuple d'Ultuan était maître du monde et il ne cherchait point à réduire, mais au contraire, à apporter à d'autres l'illumination. Je me souviens de nains acceptant notre amitié. Les feux des habitants des montagnes forgeaient les équipements de nos armées que nos mages n'avaient plus qu'à enchanter. En retour, nous avons éduqué ce peuple simple qui gravait encore ces mots sur la pierre. Nous lui avons enseigné la magie et les arts de la littérature et de la poésie. Cette alliance était pour tous une satisfaction. Mais les nains sont prompts à s'emporter et lents à oublier. Ils sont impétueux, et c'est cet aspect de leur nature qui les mena à leurs actes insensés. Les Drukhis, nos cousins elfes noirs pleins de fourberies, attaquèrent et pillèrent une caravane de nains. N'écoutant que leur malice, ils passèrent même leurs femmes au fil de l'épée et volèrent les armes des guerriers. Le roi Gautrec Brisétoile, dont l'ignorance était réputée même parmi ces gens, ne put faire la différence entre les nôtres et ceux de Nagaroth. Dans sa fureur, il envoya un messager à Ultuan pour y exiger réparation de ce qui n'était point de notre fait. Je faisais partie des elfes qui l'accueillirent dans notre ville, mais ses manières discourtoises et son apparence bourrue ne le désignaient point comme un diplomate. Jurant sur sa barbe qu'il ne partirait pas avant que justice ne soit rendue, il brandit sa hache devant le roi. Depuis la déchirure, nul n'avait osé tirer son arme avec des intentions belliqueuses dans le palais du roi Phénix. Ce fut une insulte, il aurait été juste de l'ossir sur place. Mais nous fûmes magnanimes, et pour le condamner selon ses propres paroles, nous lui avons rasé la barbe avant de le chasser d'Ultuan. On ne peut pas dire des enfants d'Anarion qu'ils agissent à la légère. Nous sommes plutôt comparables à l'arc et à la flèche. À l'instar de l'arc, nous sommes forts car nous plions, souvent pour nous accommoder de la volonté de ceux qui refusent de voir la sagesse. Mais comme la flèche, nous savons frapper vite et bien pour abattre ceux qui nous font obstacle. Ainsi, lorsque les armées des nains marchèrent sur nous, leur cœur brûlant du désir futile de venger leur fierté, Calédor prit lui-même la tête de l'hoste d'Ultuan pour prévenir le début d'un conflit. Tant d'autres et moi avons obéi à son ordre, qu'aucun nain ne soit tué tant qu'un elfe n'aurait pas été blessé. Mais les nains refusèrent la paix que nous leur avions offerte. Le sang coula sur la lande, et croyez-moi, il coula à profusion. Nous eûmes tout de même pitié. Même si la haine se lisait dans les yeux de tous ceux que j'ai combattus, j'ai obéi, et je n'ai tué aucun nain qui n'avait pas cherché ma mort. Pour mettre en terme à l'effusion de sang, Calédor appela le prince nain, Snorri le Manchot, pour résoudre la querelle avant que d'autres vies ne trouvent une fin inutile. Par malheur, le prince nain était jeune
et emporté, et il attaqua Calédor, qui para coup après coup, en suppliant le nain d'entendre raison, mais n'eut finalement d'autre choix que d'ôter la vie à son adversaire. En ce jour, mon cœur fut réellement empli de chagrin. Ne souhaitant point faire couler plus de sang, notre armée se retira en ayant conservé son honneur intact. Telle était l'arrogance des nains de Morgrim, cousins de Feu le Prince, voulu chercher à venger la mort de Snorri. Toute raison avait quitté son esprit, et les nains revinrent pour poursuivre le combat. Pendant 2 jours, nous battîmes en retraite, préférant ne pas répondre à cette agression. Mais la colère des nains ne s'apaisait pas. Nous en eûmes assez de fuir une attaque qui ne nous concernait pas, et lorsque la fuite devint impossible, nous nous préparâmes au combat. Les archers envoyèrent aux nains un avertissement, et je me souviens du ciel obscurci par un nuage de flèches qui tombèrent juste devant leur rang, sans aucun effet sur la résolution des nains, dont les arbalètes firent couler le premier sang. Nous dûmes donc en tuer à nouveau, et la chute de chaque nain était accompagnée d'une larme. Ils ont avancé, encore, et encore nous avons tué. Le mur de guerriers nains percuta nos lignes éclatantes, et pourtant le seigneur Imladric nous ordonna de ne faire que repousser leur attaque. Il ne réalisa lui-même que trop tard à quel point le désir de vengeance de Morgrim était ardent. Tant était noble son cœur qu'Imladric jeta son épée à terre et offrit sa propre vie pour que les nains cessent le combat. Morgrim prit impitoyablement la vie du prince sans défense. Nos guerriers battirent en retraite. À leurs yeux, les nains n'avaient aucun honneur, et tout espoir de paix fut perdu. Non contents du mal qu'ils nous avaient causé, les nains conservaient dans leur cœur sombre la soif du sang. Ils avaient fait de Morgrim l'assassin un héros, et celui-ci, ayant goûté au laurier non mérité, voulut davantage de gloire, et marcha sur nos villes pour décimer nos citoyens et brûler nos champs. Atel Maraya la Belle, ville d'une sereine magnificence, fut détruite, ainsi que toutes ses antiques ouvrages d'art. Puis il parvint à Thor Alessi, mais la nouvelle de leur arrivée avait fait venir Calédor au secours de la cité. Durant 100 jours, les machines de guerre tentèrent en vain de briser nos murs, et lorsque les nains se rendirent compte de la futilité de leurs assauts, ils tournèrent leur attention vers les tours finement ciselées qu'ils jetèrent aveuglément à terre, malgré leur inutilité stratégique. Calédor finit par autoriser les nains à entrer en paix dans la ville. Gautrek Brise-Étoile, ô roi des nains, accepta et pénétra notre ville accompagné de sa suite de guerriers tachés de sang. Maudit soit le jour où nous leur fîmes confiance, car la nuit venue, ils précipitèrent les sentinelles du haut des portes qu'ils ouvrirent. Les clans nains se déversèrent dans les rues et tuèrent nos guerriers durant leur sommeil. Ils entrèrent dans le palais royal pour avoir la tête du roi Phénix, mais Calédor, alerté du danger, s'était éveillé. La patience et le désir de paix de Calédor lui firent refuser d'affronter Gautrek Brise-Étoile. Car en dépit de l'éclat de haine qui dansait dans les yeux du haut roi, il savait qu'en le tuant, il ferait s'envoler toute chance de réconciliation. Aveuglé par la colère, le haut roi attaqua Calédor, et je ne fus qu'un spectateur impuissant. Le roi Phénix eut bien des occasions de porter le coup fatal aux nains. Sa fureur était tempérée par sa résolution de parvenir à la paix. Mais Gautrek ne voulait cependant que écouter la vengeance. Son marteau pénétra la défense de Calédor et causa sa perte. Comme si cet acte cruel ne suffisait pas, l'avarice des nains étouffant en lui tout remords, il vola la couronne du roi Phénix. Puis il prit la fuite vers le pic éternel pour se retrancher derrière les murs de sa forteresse.
et caresser son trophée de ses mains ensanglantées. Courroucés par ce coup de poignard dans le dos, nos guerriers voulurent aller réclamer leurs droits. Hélas, Malekith, le perfide roi sorcier, le traître suzerain des elfes noirs, profita de notre affaiblissement pour envahir Ulthuan avant que nous ayons pu récupérer ce qui avait été perdu. Sachez que cette guerre n'est point une défaite, mes enfants, car nous avons laissé la victoire à ce peuple ignorant par miséricorde et soif de paix. Notre seul désir est de reprendre ce qui est notre de droit et d'entendre les paroles d'excuse de ceux qui ont massacré nos frères. Ce temps viendra, mes enfants, et vous ne connaîtrez plus ce fardeau qui pèse sur mes épaules.